Ce jeudi, on va parler un peu des activités de la Wallonie-Bruxelles en Tunisie et des activités tunisiennes à Bruxelles aussi. Donc pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux gentlemen. L'un est à côté de moi ici au studio, l'autre il sera au bout du fil par téléphone parce que comme c'est un monsieur qui est très correct et qui respecte la loi, il doit se confiner parce qu'il vient de rentrer de voyage. N'est-ce pas? Je divulgue tout, je ne cache rien. Donc, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Sitar Knefzi, qui est consultant international à l'Institut Éco-Conseil de Namur. Vous voulez que je lise votre qualité qui est écrite sur la carte? Vous êtes chargé de mission développement international à l'Institut Éco-Conseil à Namur. Bonsoir, Sitar. Bonsoir. Et vous êtes un habitué des lieux? Oui. Vous êtes un fils de RTCI. Hein. Oui. Vous avez fait une coproduction avec notre ami et collègue Donia. Donia Cheuch, voilà. avec Bachir Ajab. D'accord. Nesmat Sbeh avec Zakaya, je crois aussi. Oui. Donc, chroniqueur à Nesmat Sbeh aussi. Voilà, avec Zakaya, c'est ça? Voilà, avant de quitter et de m'installer à l'étranger. Il y a 6 ans que vous avez quitté la Tunisie? Il y a 16 ans. 16 ans. 16 ans. J'ai quitté. Mais c'est mon âge, ça, c'est 16 ans. Aïe. Depuis que j'étais née, mon Dieu. Et bonsoir à monsieur Christian Sayens, qui est le délégué général de la Wallonie-Bruxelles Internationale à Tunis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tout va bien? Tout va bien, merci. Moi, je croyais que vous allez être ici au studio. Hein. Je l'espérais aussi. Bon, comme vous l'avez dit, vous l'avez dévoilé. Ouais. Je suis rentré il y a 2 jours maintenant de Bruxelles et donc je respecte les règles de confinement bien sûr, évidemment. qui sont celles décidées par les autorités tunisiennes. Je crois que voilà, il y a un appel en tout cas à la discipline et il n'y a pas de raison qu'en tant que diplomate en poste, je me fasse une exception de Tout à fait. Alors, on va le faire après le confinement, donc. Voilà, tout d'abord, je vais commencer avec vous très rapidement, parce qu'il y a deux volets. Le casque ne marche pas, c'est ça? Non, je cherche. Il faut chercher un autre casque. Alors, on parle un tout petit peu de la semaine culturelle organisée par le comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie à Liège, monsieur Christian. Oui, sauf que il y en a d'autres qui sont certainement beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Je n'ai pas suivi les derniers développements, mais je peux vous parler de manière beaucoup plus générale du programme dans lequel cette semaine s'inscrit. D'accord. Il y a aussi les activités du programme La Tunisie en mouvement. Vous rappelez l'année dernière, nous en avons. Je me souviens très bien, merci beaucoup. Oui, nous avons parlé de ça. Donc, je voudrais savoir quelle est l'évolution de ce programme La Tunisie en mouvement. On est arrivé à quel niveau actuellement, à quelle étape? Oui, c'est une évolution un peu contrariée évidemment par la force des choses, vu les contextes, non seulement en Tunisie, mais également en Belgique et plus largement des deux côtés, des deux rives de la Méditerranée. Hein. Donc, rares sont les pays qui peuvent prétendre y échapper au contexte sanitaire et tout ce que ça implique, non seulement en termes de mobilité internationale, mais également en termes de capacité d'organisation et de rassemblement. Parce que l'idée, quand même, c'est de pouvoir assurer un certain nombre d'initiatives et de rencontres qui permettent à des gens de se rencontrer autour d'un certain nombre de thématiques et de personnalités, non seulement pour aborder des questions culturelles et artistiques, mais également scientifiques, académiques, économiques, dans le domaine de l'environnement. Et Tarek, votre autre invité, est un des acteurs, ces acteurs-là d'ailleurs. C'est un expert en environnement, on parlera de ça, oui. C'est ce qui avait été fait donc la semaine dernière, notamment avec le CITET. Tunisie en mouvement, c'est une trentaine d'initiatives, de rencontres proposées qui sont soutenues par Wallonie-Bruxelles avec ses partenaires et donc on remonte à 2019 et il y a en mars 2020 où on est freiné en plein décollage puisqu'on était avec la première manifestation inaugurale qui tournait autour du cinéma. Oui. Et le cinéma a un rôle important dans nos relations de coopération bilatérale, puisque nous avons un certain nombre d'acteurs qui se retrouvent autour du cinéma, y compris des Tuniso-Belges d'ailleurs. Hein. Et puis l'idée c'était de présenter une belle programmation du cinéma tunisien qui, comme vous le savez, est un cinéma qui forge son chemin dans le monde entier, qui bénéficie aussi d'une grande reconnaissance artistique. Et donc l'idée c'était de monter une programmation d'une quinzaine de jours à Bruxelles
avec des cinéma-galeries, et d'organiser aussi en parallèle des rencontres, des expositions et aussi bien sûr des journées professionnelles de rencontres entre institutionnels, producteurs, scénaristes tunisiens et belges. Et l'événement a été malheureusement freiné en plein élan. Bien sûr. Il a fallu se résoudre donc à y mettre fin. Et les événements qui devaient suivre, qui étaient donc programmés suivant une chronologie partant du mois de mars et qui devaient se dérouler sur toute l'année 2020, nombre d'événements ont été en fait reportés en 2021, ou alors certains d'entre eux ont été convertis dans des rencontres à distance. Voilà, adaptés aux circonstances du moment, oui. En fait. Alors ça peut se faire pour certains, pour certains événements, type conférence scientifique par exemple, mais encore ce sont pas les mêmes dynamiques. Et par contre, quand on vient sur des événements qui ont une prétention quand même de forte mobilisation des publics, de présence, justement, de présence, de public, etc., avec nombre de participants, ça c'est beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Et c'est dommage de devoir se résoudre, en tout cas, à une sorte de conversion virtuelle, de conversion à distance. Oui. Donc on fait tout pour qu'en tout cas que les événements puissent se tenir dans leur projection originelle. Et donc on s'adapte, hein, et donc ça veut dire qu'on est parti dans une sorte de dilution chronologique de 2020, on reporte en 2021, beaucoup de choses étaient prévues au premier semestre, et puis à nouveau sont... Des choses prévues pour 2021 qui seront reportées pour 2022, et ainsi de suite. Et ainsi va la vie. Et ainsi va la vie, voilà. Et toute la dynamique de Tunisie en mouvement, qui va quand même créer un momentum. C'est déjà un mouvement, Christian. Autour de la Tunisie, oui. Bien, donc, par la force des choses, est un petit peu dilué. Et donc là, nous nous retrouvons dans une situation équivalente à ce que connaissent nombre d'autres acteurs culturels, scientifiques, institutionnels, ou économiques. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que mon interlocuteur est Monsieur Christian Sailens, qui est le délégué général de la Wallonie Bruxelles International à Tunis, qui est avec nous par téléphone. Je voudrais justement parler très rapidement avec vous sur des préparatifs pour le sommet de la francophonie en novembre à Djerba. Quelle est la contribution et la participation de la Belgique, Monsieur Christian? Alors, donc le sommet de la francophonie, c'est donc un rendez-vous important, c'est un rendez-vous multilatéral qui réunit quelques 84 pays et gouvernements membres. Hein, donc on retrouve pratiquement tous les continents représentés dans cette francophonie multilatérale. Son organisation, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège est à Paris. Et donc c'est la Tunisie qui accueille, donc ça a été décidé en 2016 déjà, c'est la Tunisie donc qui accueille le sommet. Et il a été décidé que le sommet se tiendra à Djerba le 20 et le 21 novembre. Alors, c'est un sommet des chefs d'État et de gouvernement, ça a une dimension politique, géopolitique, institutionnelle. Les deux grands sujets qui vont être abordés sont des sujets qui portent sur la gouvernance de la francophonie, et donc c'est politique générale. Et puis, il y aura un sujet qui sera particulièrement mis en avant, qui tournera autour du numérique, que la connectivité est vecteur de solidarité et de développement au sein de l'espace francophone aussi. Et donc, ces deux sujets seront les sujets sur lesquels un certain nombre d'orientations seront prises donc lors du sommet. Et alors, autour du sommet, il y a une dimension publique importante, puisque le sommet est aussi un prétexte de mobilisation finalement de tous les acteurs qui composent aujourd'hui cette francophonie multilatérale. Ce sont des acteurs comme vous et moi, ce sont des journalistes, ce sont des institutionnels, ce sont des académiques, ce sont des artistes, ce sont des ONG, des associations multiples et diverses dans leurs activités extrêmement variées, qu'il s'agisse de l'environnement, du développement durable, de l'éducation, de la santé, de la culture, etc., du patrimoine par exemple. Et bien sûr, tout ce qui gravite autour du numérique en termes de transversalité dans les applications du numérique, puisque je pense qu'il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui échappe au numérique, a priori, bien sûr, au bienfait du numérique,
même s'il y a un côté peut-être un peu face noire aussi du numérique, donc le numérique est un peu une composante duale, une composante a priori positive, une composante peut-être plus problématique, et on le voit tous les jours, y compris en Tunisie, notamment lorsqu'on regarde un peu les réseaux sociaux. Oui, dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, dans la vie de famille, etc. Oui, voilà, etc. et je ne vais pas mettre le doigt dans cet engrenage-là ici maintenant, parce qu'on réservons cela à d'autres occasions. Mais donc, oui, donc quand vous terminerez le confinement, vous viendrez ici. Hein. Bien sûr, On débattra de ça en présentiel au studio, d'accord? Donc l'enjeu pour la Tunisie, avec le sommet que la Tunisie accueille, c'est de pouvoir, espérons-le, bien sûr qu'il y a un certain nombre d'incertitudes qui ont trait à la situation sanitaire, mais bon, voilà, on verra comment les choses vont se dégager d'ici quelques mois. Mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir une Tunisie présente à travers sa diversité d'acteurs, présente aussi à différentes manifestations qui sont des manifestations portées par la francophonie dans son ensemble. Tout à fait. Alors, donc il y a le congrès mondial déjà des professeurs de français qui se tient, qui devait se tenir à Nabeul, mais malheureusement l'ensemble de la rencontre bascule en virtuel. Enfin, c'est positif, évidemment que ça puisse se faire, mais c'est un regret que la rencontre ne puisse pas se faire in concreto en personne. À Nabeul, comme c'était prévu jusqu'il y a quelques mois. C'est prévu pour quel mois, Monsieur Christian? Ça, c'était au mois de juillet. D'accord. Et puis alors, il y aura les États généraux du livre de l'espace francophone fin septembre à Tunis, à la cité de la culture. Il y aura une conférence des ONG de l'espace francophone. Et puis alors, on arrive sur Djerba, proprement dit, au mois de novembre. Au mois de novembre, oui. Où, à côté du sommet de la francophonie, donc dans sa dimension politique institutionnelle, il y aura un village de la francophonie. Par définition, ce village est un lieu de rencontre, est un lieu d'échange entre la grande diversité des acteurs francophones. Donc bien évidemment, les délégations internationales qui viendront des différents pays et continents. Et puis on espère aussi avoir une forte présence d'acteurs tunisiens de la francophonie. Et quand on dit des acteurs tunisiens de la francophonie, c'est pas nécessairement des gens qui doivent avoir un diplôme de langue française en poche. Beaucoup d'autres organisations, personnes peuvent se retrouver dans la francophonie, même si la maîtrise de la langue n'est pas nécessairement très parfaite, disons parfaite, bien évidemment, mais c'est surtout se reconnaître dans les objectifs qui sont portés par la francophonie. Oui, Monsieur Christian, justement, on s'étalera avec beaucoup plus de détails très prochainement, au fur et à mesure que la date de l'événement approche, la date du sommet approche, on organisera d'autres rencontres, d'autres interviews, et on parlera avec davantage d'informations. Je vous remercie vivement déjà pour votre... Je peux peut-être dire encore rapidement... Très rapidement, parce que je dois laisser un peu de temps à citer à la fin. Et par la suite, j'ai le directeur général de la santé militaire aussi qui attend, donc je dois partager le temps. D'accord, dans la priorité. Mais juste pour dire, parce que pour revenir sur Tunisie en mouvement, parce que ça c'est un programme assez exceptionnel, qui se veut donc une découverte de la Tunisie en Belgique principalement, même s'il y a des événements qui se portent en Tunisie. Et donc je voudrais simplement attirer votre attention, et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir à temps. On aura sûrement. On évoquait donc cette semaine culturelle, mais qui est une semaine citoyenne portée par le comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, en Belgique et ces jours-ci. Donc il y a tout un programme qui se met en place. Et puis alors, par ailleurs, il y a une autre association tunisienne en Belgique, l'Association des démocrates tunisiens du Benelux, qui porte par ailleurs une formidable initiative qui a trait aux 50 ans de présence tunisienne en Belgique. Oui, c'est l'exposition en fait. C'est une exposition doublée de rencontres, doublée d'une enquête sociologique, une enquête historique et sociologique, sur la présence de la communauté tunisienne en Belgique à travers 3-4 générations, donc depuis 50 ans. Et on a la chance de pouvoir accueillir cette exposition avec les gens qui ont porté cette exposition en Belgique, qui a tourné un peu en Belgique, pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais qui a même tourné en Belgique, et qui viendra en Tunisie au mois d'octobre. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir à cette occasion-là, pour faire découvrir non seulement cette initiative, mais aussi voilà ce qu'amène aussi la communauté tunisienne à la Belgique depuis une cinquantaine d'années. Depuis une cinquantaine d'années. C'est un rendez-vous important, et je vous propose
de prendre déjà un rendez-vous, de prendre date pour y revenir, parce que là, on aura une présence de Tuniso-Belges à cette occasion-là, et vraiment, je crois que ce sera un événement important aussi dans le cadre de notre coopération bilatérale. Très bien, merci infiniment Monsieur Christian Sahalens. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la Wallonie-Bruxelles internationale à Tunis, et je viens justement en mon deuxième invité qui est Sita Raknefzi, consultant international à l'Institut Éco-Conseil de Namur. Vous êtes partenaire avec la délégation de la Wallonie-Bruxelles sur pas mal de projets. On va tout d'abord parler de ce projet sur l'environnement. Un petit mot très rapidement sur l'Institut Éco-Conseil Namur. À Namur, c'est quoi exactement? C'est une institution de formation. Nous sommes, depuis 30 ans, nous formons des éco-conseillers, c'est-à-dire des personnes qui ont la capacité en matière d'environnement, de développement, en matière donc de coopération, d'être au niveau d'une institution. On a commencé avec les communes belges et maintenant on s'étale sur d'autres structures et on a formé 1000 éco-conseillers depuis 30 ans. Et cet éco-conseiller, c'est un peu, comme on dit dans notre langage tunisien traditionnel, Mharrak al-Houma. Autrement dit, c'est le dynamo, c'est le cœur battant. C'est le cœur battant, c'est le dynamo pour une mobilisation citoyenne, pour une appropriation des projets de l'environnement, pour une bonne gestion de la politique environnementale au niveau local. D'accord. Donc c'est ça notre cœur de métier. C'est principalement le rôle, oui. Voilà, former un éco-conseiller, c'est former quelqu'un qui soit la trait d'union entre l'administration communale, entre les associations, entre la société civile, oui, entre les citoyens. Il est là au milieu pour essayer que les gens travaillent ensemble, s'approprient des projets de l'environnement pour réaliser une vision commune pour la bonne gouvernance environnementale au niveau local. Le quartier, le village, exactement, la ville, la communauté, exactement, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, Sita Raknefzi, vous êtes installé à Namur. Oui. Depuis de longues années. De longues années. Alors, ce travail, vous le faites pour les communes en Tunisie, pour les communes en Belgique? Ce travail, tout d'abord, l'Institut Éco-Conseil Namur, c'est une institution belge, donc elle travaille pour les communes belges. C'est évident. C'est évident. Mais nous avons dans notre politique de l'Institut, donc de s'ouvrir et de faire ce qu'on appelle l'essaimage de ce nouveau métier qui s'appelle l'éco-conseil. D'accord. Donc cet essaimage est fait en France, avec l'Institut Éco-Conseil Strasbourg, en France. Nous avons une autre sœur qui se trouve à l'université de Chicoutimi au Québec, au Canada. Et nous avons donc dans nos programmes de coopération qui est soutenu par la Wallonie-Bruxelles internationale et par la coopération belge, de développer l'essaimage de ce métier. Je n'ai pas dit un copie-coller, mais un essaimage, parce qu'il y a une co-construction des projets et des programmes de formation avec les parties notre vis-à-vis, par exemple ici la Tunisie. Et donc nous avons une coopération avec la Tunisie, dont je pilote. Il y a une autre coopération avec l'Algérie, que je pilote aussi. Et on a une autre coopération avec le Burkina Faso et avec le Sénégal. Très bien. Donc, tous ces pays-là, toutes ces institutions où on essaie de développer la formation de éco-conseil sont réunis dans un réseau international qu'on appelle le RECI, le réseau éco-conseil international. D'accord. Il y a un partenariat entre Éco-Conseil et le Centre international des technologies de l'environnement à Tunis. À Tunis. Il y a deux projets de formation d'éco-conseil à Tunis. Je voudrais qu'on parle de ces deux projets. Voilà. Il y a un projet qui est la formation d'éco-conseil communal. De l'éco-conseil communal. Au niveau des communes tunisiennes. Au niveau de toutes les communes? C'est un projet où on installe la formation au CITET, au Centre international de technologie de l'environnement de Tunis, qui fait partie du ministère de l'Environnement. Donc là, le CITET donc, est appelé à installer avec nous, avec le soutien donc, de l'Institut Éco-Conseil Namur et avec financement de la OUBI et d'autres bailleurs de fonds, donc d'installer un cursus de formation qui dure 10 mois. Pour former des éco-conseillers communaux qui seront à la disposition des communes tunisiennes. D'accord. À côté de ça, nous avons un autre projet qui est complémentaire. Ils ne sont pas des projets, au contraire, ils sont complémentaires. C'est le projet d'éco-conseillers ruraux et qui est avec le ministère de l'Agriculture, la Direction générale de l'agriculture biologique. Et là, c'est un projet pour essayer d'aider
la ruralité tunisienne, c'est-à-dire les jeunes et les agriculteurs qui sont bio, pour développer un agro-écotourisme équitable et durable. Très intéressant ça. Voilà. Et donc les deux projets ont démarré. Vous les avez tous repérés, vous avez toute la liste? Parce que j'ai une idée derrière la tête, c'est pour ça que vous voyez, mes yeux se sont ouverts comme ça. Il y a, des étoiles. Tout à fait. Je vous invite de prendre contact avec la DGAB. Avec vous. Après l'émission. Et là, il y a trois institutions belges. Ça m'intéresse particulièrement ça. Voilà, il y a trois institutions belges, Interenvironnement Wallonie, pour la création d'une coupole de coopération entre le monde touristique et le monde agricole. Une coupole virtuelle ou une coupole réelle? Une coupole réelle où il y a un partenariat public-privé entre l'administration touristique et l'administration agricole et les opérateurs dans le domaine touristique et dans le domaine agricole bio. Très intéressant. Bon. Non, mais il va falloir qu'on parle dans les détails une prochaine fois de ce projet. Vous reviendrez à Tunis? Oui. Ah oui, vous serez en vacances à Tunis, je vous invite, il faut qu'on parle de ça. Alors, la deuxième opération, c'est de former des éco-conseillers ruraux. Oui. Donc, il y a un potentiel de 100 éco-conseillers qu'on va essayer de former. Sur toute la République. Sur toute la République, surtout dans les zones, ce qu'on appelle les zones... défavorisées? Non, dans ce qu'on appelle les zones bioclimatiques. Bioclimatiques. La Tunisie est divisée en 5 zones bioclimatiques, etc. Donc, il y en a 5. Et puis, ça, c'est avec l'Institut Éco-Conseil. Et avec l'accueil champêtre Wallonie, c'est de soutenir les agriculteurs qui ont un accueil à la ferme bio, de devenir des opérateurs de tourisme rural, de tourisme agricole. Ça d'un côté. Donc nous, l'Institut Éco-Conseil intervient dans ce programme-là qui est par le ministère de l'Agriculture et la coopération belge. Qui est en cours déjà. Qui est en cours, qui a démarré officiellement le 11 juin. Voilà. Et avec le CITET, nous développons aussi un autre programme de formation pour former les éco-conseillers donc ruraux, communaux plutôt. Pour les 350 communes tunisiennes. Donc c'est ce que vous avez organisé le 16 juin, je crois. Le 16 juin, tout à fait. Une journée d'information sous le titre « Le métier d'éco-conseiller communal en Tunisie ». Donc expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors quelles étaient les thématiques aussi sur lesquelles... Ce métier d'éco-conseiller. Un éco-conseiller, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui fait la trait d'union, c'est le catalyseur d'un travail en commun entre l'administration, la société civile, les citoyens, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye le programme de formation. Donc nous sommes en train de former des formateurs, qu'on appelle nous les formateurs relais, qui se trouvent au CITET. Il y en a 10 qui ont passé leur examen pour être des formateurs relais. Voilà. Un examen international. Maintenant, ils sont habilités. Et c'est un examen international. Ils sont passés devant le jury du RECI, du Réseau Éco-Conseil International. D'accord. Bon, ces formateurs-là, ils développent ce qu'on appelle les modules thématiques, en fonction du sujet des différentes problématiques environnementales. À côté de ça, les éco-conseillers, ils ont une formation en com et changement, en communication, en changement, gestion de conflits, gestion de projets, etc. Ils ont leur stage à faire pendant 1 mois et ils ont un projet à faire durant leur formation. La formation dure 10 mois. Donc, les communes tunisiennes vont à l'appel à candidature de la part du CITET, ils vont présenter donc leurs candidats. Ces candidats vont être sélectionnés par un comité de sélection. D'accord. Et les candidats qui sont sélectionnés seront en formation au CITET pendant 10 mois, dans laquelle ils font leur projet, ils font leur formation en com et changement, ils font leur formation en thématique environnementale et ils ont un stage d'immersion en Belgique pour essayer qu'au bout de 10 mois, ils seront des opérateurs et qu'ils ont non seulement une connaissance environnementale panoramique sur les enjeux et les problèmes en Tunisie au niveau des communes, mais aussi ils auront un savoir-faire et un savoir-être pour gérer des réunions, pour gérer des projets, pour développer une activité. Je donne un exemple pratique qu'on a fait en Belgique, c'est que la gestion par exemple des déchets dans les communes belges, il y a un changement, au lieu de travailler sur ce qu'on appelle le tri et les sacs, avec les tri on arrive à ce qu'on appelle les poubelles à puces. C'est-à-dire, les poubelles, lorsqu'elles sortent du ménage, de la maison, le camion
il va ramasser, il soulève la poubelle et il y a une puce Il là-dedans. détecte justement la Il y a une puce. puce là-dedans Oui. qui détecte combien de kilos. Voilà, Et en fonction des kilos, on paye. d'accord. Donc, c'est une façon d'inciter les citoyens à mieux faire leur tri. Je parle de la poubelle verte, c'est-à-dire La poubelle écologique, donc le plastique à part. le plastique à part, ce qui etc. est les recombustibles, on dit Voilà, ça à part aussi. voilà. Il y a plein de... C'est un peu technique, je ne suis pas experte, franchement. Et donc, pour que cette idée puisse être appropriée par les citoyens, il a fallu un travail d'un éco-conseiller pour essayer que les gens s'approprient l'idée, soient d'accord, avant de la faire passer sous forme d'une loi ou sous forme d'un décret municipal, etc. Et ça se passe comment en Belgique? Eh bien, ça se passe par des réunions, par des projets communs entre la commune et la société civile. Et donc les citoyens réagissent comment? Ils sont très positivement, très positif. très ouverts à Et ce ça. qui est bien ici, nous avons un tissu en Ils Tunisie. s'impliquent donc. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous pensez qu'on peut importer cette expérience ici en Tunisie? Je ne dirais pas d'importer l'expérience, parce que ce n'est pas une question d'importer, c'est une question d'adapter. C'est pour cela que les formateurs relais tunisiens qui sont formés au niveau du CITET sont des gens qui sont, bien sûr, connaissent bien la Tunisie, sont des Tunisiens. Et donc, il y a une co-construction. C'est ça la spécificité de la coopération soutenue par la Wallonie-Bruxelles internationale. C'est de la co-construction. Donc, il y a les communes tunisiennes qui ont leurs spécificités, qui ont leurs caractéristiques. Donc, on les a réunis sous forme d'ateliers. On a vu de quoi ils ont besoin. Et puis, les formateurs relais tunisiens, ils ont approprié ça pour faire un cursus thématique. Nous, on intervient en tant qu'institut par le cursus communication et savoir-faire. Et pour former un cursus de formation qui regroupe tout ça et que ce soit un cursus tuniso-belge, quoi. Très bien. Donc, ça, c'est en cours. En cours, il a démarré le 16 juin. Et donc, la première formation va débuter en octobre d'éco-conseil. Donc, on peut se donner rendez-vous déjà pour le début du mois d'octobre, pour évaluer, pour voir... pour démarrer, parce que c'est... Démarrer, voir aussi l'évolution de la formation, de l'implication des gens, et justement pour annoncer le démarrage. Le démarrage, parce qu'en octobre, on aura la première cohorte, on appelle ça, Inch'Allah. La première cohorte qui va démarrer donc en octobre 2021 avec le CITET. Et la même chose va démarrer en octobre pour les éco-conseils ruraux, avec l'agriculture. C'est magnifique. Donc on a deux promotions. Et c'est sur ça que je vais travailler studieusement. Très intéressant comme sujet, ça. Vous voulez ajouter autre chose avant de clôturer? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience qui est très passionnante. Je retourne en Tunisie avec des projets comme ça. C'est magnifique. Voilà. J'essaie, parce que j'ai deux casquettes, tunisien et belge. Oui. Et donc, je retourne en Tunisie avec ce projet par l'Institut. Ne vous faites pas décourager. Surtout. Et surtout qu'il y a une tache d'huile qui se développe, parce que nos frères algériens, ils sont en train aussi de développer la même expérience avec l'Institut Éco-Conseil. Et donc, du coup, et soutenu par la WEBI d'ailleurs. Peut-être que ça va justement aller jusqu'à la Libye aussi, puisque les choses sont en train de s'améliorer, de se dénouer. Et donc, la Tunisie... Ça peut être un projet tripartite. Il y a deux aspects que j'aimerais bien tirer. Donc, il y a cette tache d'huile qui se développe à partir de la Tunisie vers les pays voisins. Donc, c'est une ouverture assez intéressante. Oui. Et la deuxième chose, c'est que avec cette expérience-là, il y a un mécanisme de francophonie qui se développe, parce que les pays sont la Belgique, la France, le Canada, du point de vue nord, du point de vue sud. L'Algérie, la Tunisie, le Burkina, le Sénégal. Le Sénégal, oui. Et voilà, donc il y a un mouvement de francophonie qui se développe autour du métier de l'éco-conseil. Sitarek Nessi, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes expert international en environnement et que vous travaillez avec l'Institut Éco-Conseil à Namur, mais bientôt vous allez revenir en Tunisie. Bientôt. On va voir avec vous beaucoup de projets. Merci infiniment. Merci. Alors l'interview était très passionnante. Donc en 2 minutes, je reçois le général Mostafa Ferjani, le directeur général de la santé